Je fais la transition bien sûr sur l'illustration signée Jordan, une fois n'est pas coutume, magnifique illustration pour débuter ces previews en live et bien sûr en rediffusion. Coucou YouTube, une fois n'est pas coutume, Memphis face aux Lakers et les Lakers sortant du play-in. Bien évidemment, vous avez suivi ce match et ce Money Time incroyable de folie, qui était peut-être un des pires de ces dernières années. Comme d'habitude, on va faire le tour de l'identité des deux équipes, parler un petit peu de la saison passée, avant de tout de suite aborder les clés de la série pour pas perdre de temps et essayer de verser dans la tactique assez rapidement. Je vais commencer par les Grizzlies. Tu me disais que tu les avais un petit peu moins vus, Jérémy, donc je vais me permettre le monologue avant de te lancer un peu plus sur les Lakers, qui, je le sais, tu les as beaucoup regardés cette saison, Tu sais, malgré je moi. suis devenu fan des Lakers cette saison. Voilà, Donc, ouais. c'est quelque chose qui m'embête un petit peu au plus profond de moi, mais je passerai outre et puis je profiterai de ton analyse pour cette preview. Les Grizzlies donc, on l'a dit et répété, mais il faut encore le dire parce que ça va être très important pour le comprendre, cette série. Les Grizzlies qui sont avant tout une franchise, une équipe surtout, qui joue le jeu des possessions autour du rebond offensif et en limitant leur perte de balle, en provoquant aussi du côté de l'adversaire. Le rebond offensif, donc, avec une clé de voûte, bien sûr, le pivot Steven Adams, qu'on ne présente plus, et qui est une offense hors de ce cadre-là, un petit peu faible, notamment au shoot. On sait que Desmond Bane est un très bon représentant du shoot à 3 points, du shoot extérieur dans cette équipe, mais peut-être un petit peu le seul. Il y a eu quelques changements, quelques problématiques, quelques absences qui ont modifié un petit peu la saison des Grizzlies et cette identité-là cette saison. Notamment la blessure de Steven Adams, c'est surtout le gros point central du côté des Grizzlies. La blessure de Steven Adams et de Brandon Clark. Ce sont en fait les deux intérieurs des Grizzlies qui étaient très importants dans leur style de jeu et qui ont manqué une grosse partie de la saison. Et puis du côté offensif et du côté du tir extérieur, je parlais de Desmond Bane, mais il y a eu l'ajout à la trade deadline de Luke Kennard. C'est soufflé bien sûr dans le chat avec notre ami K, mais ça me permet de refaire la transition vers vous pour que vous puissiez dans la rediff YouTube avoir un petit peu les éléments aussi du chat qui vont être intéressants. L'arrivée de Kennard, du coup, qui va renforcer un petit peu plus cette faiblesse à 3 points. Malgré tout, on reste sur une équipe qui, offensivement, est très intéressante quand elle arrive à afficher ses forces. En transition également, autre force de l'équipe, mais qui, sur jeu placé, est un petit peu en difficulté, et ça se ressent notamment dans les Money Time. Je sais que dans le clutch, il y a eu des difficultés pour l'équipe, et pas mal de matchs qui ont été laissés passer par ces Grizzlies et ça peut leur jouer des tours. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir voir et sur lequel il va falloir s'interroger. Et puis on va passer un petit peu plus dans les clés de la série, voir comment ça va se jouer justement ces problématiques d'absence, notamment dans le secteur intérieur. Ça va être un gros point clé, sans vouloir spoiler la suite de la série. Les Lakers, de leur côté, une saison un petit peu difficile. On a écrit pas mal sur les Lakers. Tu as écrit pas mal sur les Lakers, Jérémy. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, les Lakers, il y a quand même 2 saisons en une, mais bon, pour partir du début, après une saison 2021-2022 extrêmement décevante avec une équipe très, très âgée, pas assez athlétique, pas capable de défendre. Ils ont fait un petit peu un reset total pendant l'été, vu qu'ils font à peu près ça tous les ans maintenant depuis 3 ans. Et ils ont parié cette fois sur la jeunesse pour essayer d'avoir quelque chose d'athlétiquement, plus, fonctionnel autour de Anthony Davis et LeBron James. Mais en ce faisant, ils ont perdu une qualité qui est extrêmement importante dans la NBA actuelle et particulièrement quand on veut optimiser LeBron James, c'est le shoot à 3 points. Donc ils ont beaucoup pâti de ça en début de saison parce qu'ils étaient incapables de rentrer un tir et que du coup, l'équipe, était offensivement vraiment trop en deçà des standards, hein. Ils ont passé les 3 premières semaines en étant le 30e offensive rating de la ligue, ce qui est un petit peu catastrophique quand on voit quand même le duo qu'ils ont, avec, James et Davis. Et puis, finalement, ils ont commencé à trouver un équilibre qui ne leur permettait pas de gagner et puis arrive la trade deadline. Donc comme tous les ans, les Lakers sortent des trades un petit peu improbables de leur chapeau et ils se retrouvent avec d'un coup une équipe plutôt compétitive puisqu'en plus, de se débarrasser de l'épine dans le pied Russell Westbrook, ils arrivent à récupérer D'Angelo Russell qui est beaucoup plus compatible
Et ça aurait pu être à peu près un trade acceptable, sauf que arrive avec Malik Beasley et Jared Vanderbilt, qui là changent complètement la face de l'équipe. Dans le même temps, Thomas Bryant part et est remplacé par Mo Bamba. Et on se retrouve avec, un roster des Lakers qui, finit la saison en trombe, parce que, il me semble qu'autour de début février, on leur a annoncé à peu près 0,2 % de chances de faire les playoffs et que finalement ils les font, au profit de la meilleure défense de la ligue, sur la partie post-trade deadline. Et puis du coup une attaque plus cohérente parce que, l'arrivée de D'Lo, de Malik Beasley, leur donne des shooters parce que, Anthony Davis, revient en bonne santé sur la fin de saison après avoir manqué pas mal de matchs et que ça déroule assez tranquillement pour finalement arriver au play-in, avec quand même quelques certitudes sur le niveau de jeu, et probablement par contre une fatigue qui pourrait poser problème, parce qu'en plus des blessures qui commencent à s'accumuler pour LeBron, et qui s'accumulent toujours pour Anthony Davis, on a une équipe qui elle n'a pas pu, à l'inverse plutôt de Memphis, de Denver, et autres, se gérer en fin de saison parce qu'il fallait arracher le play-in. Play-in qui, je pense on peut le dire, n'est pas hyper rassurant, avec une performance assez catastrophique contre les Wolves et on va dire une passe décisive sympathique des Wolves pour les envoyer en play-in quand même, mais des Lakers pas rassurants, mais pourtant qui arrivent face à Memphis et on va en parler, mais qui ont des armes pour embêter Memphis malgré tout, en raison des blessures. Oui, on l'a vu au play-in, tu citais hein, les faiblesses potentielles des Lakers, notamment offensivement, avec des pertes de balles assez récurrentes et problématiques. Et puis, voilà, une difficulté dans le clutch assez global, même si, voilà, là, ils sont tombés sur meilleur que dans l'ignominie avec les Wolves. Hein. C'est ça. Et voilà, j'avais noté quelques petites stats. Deuxième défense de la ligue après le All-Star Break. Alors, bien évidemment. J'avais premier en tête, mais ok, excuse-moi. Ah, tu l'as cité, excuse-moi, du coup. Ouais, Ouais, j'ai vu mais le deuxième j'ai sur une Clean erreur in du the coup. Glass, moi. Ah oui, Euh, bon après, c'est à l'autre. ouais, bon, voilà, ça change un peu selon les sites, bien sûr. Euh, et puis l'offense qui reste milieu de tableau. Au niveau des clés de la série, moi je voulais surtout parler en premier lieu, revenir un petit peu sur les Grizzlies et revenir sur voilà, leur stratégie de rebond offensif qui est quand même leur stratégie principale pour rester à flot offensivement, surtout sur le demi-terrain, parce que c'est là que se pose la difficulté. On sait qu'ils vont bénéficier des drives de Ja Morant et des décalages qu'il peut créer, mais n'ayant pas forcément non plus énormément de shooters extrêmement efficaces à côté, si ce n'est Desmond Bane et Luke Kennard, mais qui n'est pas forcément toujours dans le 5 titulaire, forcément ce rebond offensif il est extrêmement important. Les absences de Steven Adams et de Brandon Clark, les principaux joueurs qui géraient ça, notamment Steven Adams, hein, qui est vraiment excellent, peut-être le meilleur de la ligue pour ce genre de choses, vont potentiellement impacter ces Grizzlies et potentiellement réduire leur potentiel offensif, encore une fois, sur attaque placée sur demi-terrain. Tillman peut-il remplacer cet apport? Est-ce que Jaren Jackson Jr. peut step up aussi, histoire de compenser un petit peu ça, si jamais les Lakers, et ils auront tout intérêt à le faire, on va le voir juste après dans le point suivant, est-ce qu'ils vont réussir à compenser un petit peu ce manque? Je suis pas complètement sûr. Alors Cam, qui est bien sûr fan des Grizzlies dans le chat, nous renseignait un petit peu par rapport à Xavier Tillman, qui, il nous le dit, fait du Tillman, fort au rebond, peu nourri mais efficace et plus mobile qu'Adams. Ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on sait qu'aussi en playoff, Steven Adams pouvait potentiellement se faire sortir selon le match-up et vis-à-vis de franchises qu'il pouvait avoir, aligner un pivot un peu plus mobile et notamment un shooter sur l'extérieur. On y pense par rapport à la série contre les Wolves l'an dernier. Moins bon rebondeur que le meilleur rebondeur de la ligue, mais bon second rempart derrière Jaren Jackson Jr. Entre 7 et 9 rebonds pour 30 minutes de jeu derrière JJJ qui en prend 12 en 28. Est-ce que par rapport à Tillman, comme je te demande dans le chat, par rapport au rebond, parce que là c'est rebond global, mais rebond défensif, rebond offensif, parce qu'on sait que c'est pas forcément le même secteur de jeu, les mêmes façons de gérer ça non plus. Est-ce qu'il est aussi bon au rebond offensif, ou vraiment c'est quand même plus défensif, et du coup le manque à gagner, le manque à compenser sera peut-être plus difficile. Adams aurait sûrement été ciblé par les Lakers, je trouve la perte de Clark plus problématique, nous dit Jedi Padawan. Je suis assez d'accord et c'est pour ça que je parlais d'Adams je recontextualisais plutôt l'aspect mobilité d'Adams sur l'extérieur qui pose problème régulièrement en playoff.
Tillman, c'est du 1-3 Adams prend plus de 60% de ses rebonds en offensif, voilà, et Tillman c'est plus un tiers, voilà, donc on est forcément sur une perte de ce niveau-là sur les Grizzlies. C'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Moi j'ai noté aussi que c'est quelque chose qu'il va falloir regarder d'autant plus que Jaren Jackson Jr., on a toujours ce problème de faute. Alors il y a une amélioration claire avec le temps, il s'est amélioré là-dessus. Cela n'empêche que c'est toujours une cible, moi je trouve, pour tous les adversaires des Grizzlies en playoff. Alors ça ne veut pas dire qu'il sera fold out à chaque match, mais je me dis que tu as Anthony Davis, c'est d'autant plus intéressant. Tu as Anthony Davis et surtout, je suis désolé de faire mon hater Lakers primaire, mais l'avantage des arbitres de la Lakers Nation n'est plus à prouver. Je pense que ça peut être d'autant plus difficile pour les Grizzlies que de survivre à ça. Et notamment à ce problème de faute de Jaren Jackson Jr. et surtout le fait que s'il était amené à sortir et à gérer un foul trouble potentiel, il y aurait encore moins de potentiel derrière. Après, il y aurait Xavier Tillman, mais ça réduit quand même les possibilités d'intérieur pour, encore une fois, affleurer sur le jeu placé pour l'offense de ces Grizzlies. Des Grizzlies qui, à côté de ça, peuvent quand même bénéficier pour leur offense du jeu en transition. C'est partie des équipes qui sont assez bonnes, voire très bonnes sur le jeu en transition. Bien évidemment, quand on a une fusée comme Ja Morant en transition, ça facilite énormément les choses. Autre chose qui facilite cette attaque en transition du côté des Grizzlies, c'est leur capacité à jouer une très bonne défense collective. On le sait, bien sûr, il y a des bons défenseurs sur le point of attack avec Dillon Brooks, par exemple, s'il en est. Mais derrière, il y a aussi des joueurs intéressants pour gérer les lignes de passe. Je pense notamment à Desmond Bane qui est intéressant dans ce registre. Et puis, bien sûr, Jaren Jackson Jr. sur le second rideau. Et pour pouvoir partir très vite sur la transition. Et ça, c'est quelque chose qui, en plus, pourrait vraiment profiter à ces Grizzlies dans cette série parce que les Lakers, à côté, sont assez dispendieux avec la gonfle, et donc vont devoir un petit peu s'ajuster et essayer, en tout cas tenter de s'ajuster pour ne pas laisser trop de billes aux Grizzlies en contre-attaque. Je pense que ça peut être, et tu me diras Jérémy si tu vois cette problématique-là effectivement chez les Lakers, ça peut être à mon sens l'élément qui peut très rapidement faire transformer les matchs en blowout en faveur des Grizzlies. Si les Lakers, dans les premières minutes ou quoi, sont un petit peu trop dispendieux, je pense que ça peut être le plus gros manque à gagner du côté offensif et défensif pour les Lakers. Ouais, clairement. C'est vrai que ce côté perte de balle, on pouvait se dire qu'il allait un petit peu s'atténuer avec le remplacement Russell Westbrook par D'Angelo Russell. Mais on sait que c'est une équipe qui quand même prend des risques, qui a besoin de vivre à l'intérieur et donc qui prend le risque aussi de se faire piéger sur des mauvaises entry passes. Donc pour eux, effectivement, l'enjeu, ce sera de limiter les pertes de balles et de gérer le rythme de la rencontre parce que je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt pour plusieurs raisons que les matchs s'emballent. D'une part parce que ça fait partie du jeu de Memphis et que c'est faire finalement leur bénéfice, mais en plus de ça, il y a un côté où eux veulent imposer un duel physique et je pense profiter des blessures de Memphis. Oui, ils ont la possibilité en tout cas d'utiliser Xavier Tillman. Ils ont Jaren Jackson Jr. qui peut être sujet aux fautes. Mais bon, plus le match est lent, plus ils ont quand même la possibilité de contrôler les rencontres et éventuellement de jouer de leur taille. Je pense qu'ils pas de chance pour Memphis. Si ils n'arrivent pas à emballer les rencontres, ils n'arrivent pas à pousser la perte de balles, les Lakers peuvent, par leur profondeur, prendre l'ascendant là-dessus, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, la pace, le rythme de jeu va être assez intéressant à regarder de ce côté-là parce qu'il y a vraiment deux opposés. Les Lakers sont vraiment beaucoup plus dans un style de jeu placé, assez lent. LeBron James en plus n'a pas forcément, mais on y reviendra, la capacité de courir 48 minutes non-stop toute la série. À côté de ça, tu le disais, voilà, le jeu placé devrait pouvoir profiter aux Lakers, d'autant plus parce que c'est le jeu rapide est une des qualités des Grizzlies. À côté de ça, et c'est Cam qui nous le dit également dans le chat,
Autour, ça va naviguer pour la spéciale Memphis, verrouiller la raquette et laisser les autres tirer à 3 points école Bud. Et là-dessus, c'est un petit peu un autre point clé que je voulais mettre en avant. Le shoot extérieur, ce sera peut-être la bascule de cette série. On sait, et tu le rappelais tout à l'heure, Jérémy a raison, que c'était une problématique pour les Lakers. Il y a quand même quelques nouveaux joueurs de ce côté-là chez eux. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on l'a vu notamment un peu en play-in? Il y a quand même toujours cette problématique. Je pense effectivement que ça va être une problématique pour eux. Ils ont certes récupéré Malik Beasley, qui peut être un vrai shooter de série, qui peut emballer les matchs. Ils ont normalement récupéré D'Angelo Russell, mais on est quand même sur un joueur qui subit assez mal quand il a eu une grosse pression sur lui. Et on l'a vu l'année dernière parce qu'on a quand même eu une série assez longue entre Memphis et les Wolves, que D'Angelo Russell pouvait devenir un non-facteur offensif quand il n'arrive pas à trouver son shoot assez rapidement. Donc je pense que ça va être une vraie problématique pour les Lakers. C'est pour ça que je pense que pour eux, l'enjeu principal, c'est d'essayer de dominer physiquement la série, pour essayer de s'ouvrir les voies de la raquette le plus possible. Parce que du côté du shoot, on sait qu'ils ont des lacunes. Est-ce qu'ils peuvent justement créer une lacune semblable côté adverse? Parce que là aussi, on n'est pas sur une équipe qui a énormément de shooters. Mais je pense que alors il y a quand même qui dit dominer physiquement, mais seulement avec Eddie et LeBron. Pas vraiment, je trouve. Par exemple, Vanderbilt, pour moi, c'est une domination physique par son jeu. Et au contraire, c'est peut-être le joueur le plus physique des Lakers à l'heure actuelle. Donc non, pour moi, l'enjeu principal, il va se jouer dans la raquette. Et après, le 3 points peut être un petit peu celui qui va donner le point entre Memphis et les Lakers, à celui qui arrive le mieux à déverrouiller un petit peu cette capacité dans la série. Complètement, parce qu'on l'avait vu. En fait, je pars de ce point de vue que le 3 points pourrait être la bascule aussi, parce que Ja Morant, s'il est bien cadenassé, parce qu'il y a les moyens du côté des Lakers de potentiellement bien le jouer. Alors ça manque un petit peu de défenseurs sur le point of attack. Jared Vanderbilt sera peut-être un petit peu trop grand, un petit peu trop lent et un petit peu pas assez mobile en tout cas, parce que ça reste un joueur très mobile pour sa taille par rapport au changement de direction et puis au drive de Ja Morant, mais ça pourrait quand même se compenser par le fait de jouer tout simplement en dessous de l'écran sur le pick and roll et ce genre de choses. Et puis ensuite il y a des aides, notamment d'Anthony Davis, qui peut lui se poster sur un non-shooter des Grizzlies. On pense à Tillman, mais aussi pourquoi pas Brooks ou Jaren Jackson Jr., même si ces deux derniers peuvent potentiellement sanctionner, mais c'est en tout cas un petit peu moins assuré et efficace potentiellement. Donc il y aurait des moyens de fermer aussi sur la défense de Ja Morant, les lignes de drive, etc. Par contre, on l'a vu l'année précédente, quand les Wolves avaient très bien établi ce plan de jeu, en fait, Ja Morant arrivait tout simplement à mettre la balle à l'extérieur, à trouver Desmond Bane notamment. Et là, pour le coup, Memphis s'est un petit peu renforcé. On pense à Luke Kennard, bien sûr, qui peut rentrer en série et faire cette bascule sur le shoot à 3 points. Je pense aussi à quelqu'un qui est très souvent oublié, mais qui était très important, et notamment dans la série contre les Wolves la saison passée. C'est Tyus Jones, qui est très bon également sur le catch and shoot, notamment sur l'extérieur. Donc il y a quand même un petit peu plus de shooters du côté de Memphis. Les Lakers pourront peut-être un petit peu moins moins compter sur cette bascule du shoot extérieur, avec, comme tu le disais, moins de shooters a priori, ou en tout cas des shooters auxquels on fait un peu moins confiance. On a vraiment confiance en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en soi, ils ont des options. Il y a quand même, effectivement, tu peux aussi parler de Dennis Schroeder, d'Austin Reeves, qui peuvent eux aussi être des scoreurs, qui peuvent shooter, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun joueur dont on se dit c'est un 38% garanti sur une série de playoffs, quoi. Et même si ça peut s'avérer faux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs dont on a l'image qui peuvent vraiment assurer de ce côté-là, alors que les joueurs que tu citais, Desmond Bane, Tyus Jones, on se dit il y en a bien un qui sortira son épingle du jeu, pareil pour Luke Kennard, et ça devrait le faire pour eux, quoi. Et à côté de ça, on nous disait dans le chat, et à raison en plus, une défense quand même sur les postes extérieurs avec D'Angelo Russell. Tu parlais de Malik Beasley qui est un petit peu meilleur dans la défense collective, mais qui n'est pas forcément un très bon défenseur sur le point of attack. Une défense qui est assez friable. Et donc du coup, une autre question pour les Lakers par rapport à Ja Morant, mais aussi les autres joueurs à côté. Je pense Desmond Bane aussi, qui peut
aller driver, parfaitement attaquer le close-out. C'est justement une de ces évolutions de ces dernières années qui est très intéressante. Ça va être difficile malgré tout pour les Lakers qui sont une défense qui peuvent être une bonne défense. Ça va être difficile de faire face à ces Memphis Grizzlies. Est-ce que tu vois d'autres potentiels pour les Lakers pour réussir à empêcher un petit peu le jeu des Grizzlies? Non, c'est pas évident parce que, en fait, c'est ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que les Lakers ont de vraies chances et pour autant, quand on cherche les arguments pour dire qu'ils ont des vrais atouts concurrentiels sur les Grizzlies, on peine un petit peu à en trouver. Ils ont éventuellement l'idée de se dire qu'il y a LeBron James, il y a Anthony Davis, ils ont un duo de stars sur lequel s'appuyer, mais on sent quand même des limites évidentes chez LeBron James et ça pourrait être aussi une clé de la série qui va plutôt jouer contre eux au final qu'en leur faveur. Alors, Grizzlies FR qui est arrivé dans le chat et qu'on salue, ça fait très plaisir de t'avoir avec nous. Alors tous les fans du coup des Grizzlies qui me reprennent sur mon Jaren Jackson Jr. non shooter, disons que tu peux faire le pari quand tu es les Lakers de par exemple mettre Anthony Davis dessus et de le laisser quand même en roamer en pariant sur le fait que le décalage ne sera pas fait ou que ta rotation ensuite soit faite. C'est moins dérangeant que de laisser un vrai shooter ou comme Desmond Bane ou autre. Mais par exemple tu peux aussi le mettre sur Brooks, soit que pareil Brooks, je trouve que c'est intéressant au niveau du 3 points parce que sur catch and shoot il est quand même un peu meilleur que là, mais encore une fois, dans ma liste, Tillman, Brooks, Jaren Jackson Jr., je le mettais 3e, ça fait quand même 2 autres options à considérer pour les Lakers avant, donc calmez-vous, je dis juste que c'est la dernière solution si jamais tu es vraiment embêté pour les Lakers, et que ça peut se faire en pariant sur le fait que la passe ne se fasse pas, ou mal, ou que ta rotation soit suffisante, notamment avec Vanderbilt qui peut faire ce genre de rotation pour aller le gêner, et a raison puisque les gabarits sont à peu près similaires, peut-être un petit peu undersize pour Vanderbilt, mais un joueur qui peut lui rendre l'appareil à Jaren Jackson Jr. Est-ce que tu as d'autres petits points clés dans la série? On a été un petit peu brouillon, j'espère que c'était clair. Moi j'en aurais peut-être un autre après, mais je sais pas si tu veux ajouter des choses avant ça. J'ai entièrement une question à te poser, c'est aujourd'hui, si tu prends à peu près le 5 de départ de Memphis, sur qui tu positionnes LeBron James naturellement en défense? Juste pour voir après au niveau de confiance que tu as par rapport à sa production défensive. Ah, ça va me lancer sur mon point clé suivant. Je pense que LeBron, c'est Tom d'ailleurs qui disait ça. Petite dédicace à Tom, et n'hésitez pas à aller voir sur Dunkebdo bien sûr les previews qu'ils ont faites qui sont toujours très intéressantes. Qui disait ça tout à l'heure dans la preview qu'ils ont publiée tout à l'heure. Je suis pas sûr que LeBron puisse faire du two-way, être aussi bon offensivement que défensivement toute la série. Je pense que du coup l'idée peut-être c'est de le placer sur un joueur qui sera moins intéressant, moins mis en avant offensivement par les Grizzlies. Je pensais à Xavier Tillman, ça peut être une des solutions. Je pense que après sinon tu as aussi l'option Dillon Brooks, parce que pour moi Dillon Brooks ce sera certainement le joueur que à la limite, pour les Lakers tu n'as pas trop peur de voir avec le ballon dans les mains. Parce qu'il est quand même chroniquement assez inefficace et avec des prises de décision un petit peu foireuses. Et puis voilà, c'est quand même le profil du mec qui aime bien un peu croquer le ballon et prendre des décisions un peu pas terribles. Donc je me dis que ça peut être aussi essayer de bait Memphis à lui donner le ballon pour jouer LeBron, ou alors pour le protéger de ce côté-là du terrain. Mais je pense, et c'était un petit peu mon point clé, que du côté des Grizzlies, ça peut être intéressant, peut-être, si les premiers matchs sont plus disputés que ce qu'ils ne devraient, de cibler LeBron. Alors c'est la bonne idée inavouable, peut-être, ou en tout cas peut-être une mauvaise idée, je ne sais pas, mais une idée peut-être un peu inavouable. Est-ce que vraiment LeBron est en position de jouer, encore une fois, très bien des deux côtés du terrain, plus de 35 minutes, parce qu'il va jouer plus de 35 minutes, après une seconde partie de saison où il a dû carburer, après un play-in malgré tout engageant physiquement?
Je sais que tu as fait un trade en cours de saison pour parler peut-être un petit peu des difficultés que rencontrait le Kings en début de saison. Il t'a tout de suite démenti, vraiment le jour d'après le trade, en plantant je ne sais plus combien de points. Non, mais j'ai fait le trade, il tournait à 24 points par match avec le pire EFG de sa carrière. Et après, il a tourné à 36 points par match le lendemain sur les 1 mois et demi qui suivaient. C'était terrible. Mais néanmoins, il y a quand même de plus en plus l'impression que jouer des deux côtés du terrain, c'est compliqué pour lui. Il y a vraiment des séquences très très pénibles sur cette fin de saison défensivement où, comme disait Jordan, il a oublié qu'il pouvait lever les bras et donc je me demandais s'il allait vraiment faire les close-out, si défensivement il allait pas des fois laisser juste passer son vis-à-vis pour essayer de récupérer. Et du coup on en vient au point dont tu parlais. Est-ce qu'à un moment donné, si les Lakers, parce qu'ils ont plus de rythme, comme on disait un peu avant la preview, que les équipes qui se sont un petit peu reposées en fin de saison, pourraient être surprises sur les premiers matchs et lâcher le game 1 et perdre l'avantage du terrain. Si les Lakers venaient à faire durer la série, il y a peut-être un enjeu à se dire en fait on va surexploiter LeBron parce que s'il veut assurer sa production offensive, en fait il pourra juste pas suivre défensivement sur une série de 6 ou 7 matchs quoi. Complètement, surtout que voilà, comme tu le dis, avec sa responsabilité offensive, ou en tout cas l'impliquer défensivement, c'est aussi peut-être le voir faire des moins bons choix ou être moins adroit, notamment dans le money time. Ça s'est déjà vu dans la saison. Je me dis que voilà, ça peut être un enjeu et on verra peut-être les Grizzlies et Memphis cibler les LeBron James, même si ça semble hérétique de parler de ça, alors qu'on salue Doudi qui nous rejoint dans le 5. N'hésite pas à partager ta franchise, tes commentaires, bien sûr, dans le chat. Nuxito, qu'on salue bien sûr, nous disait LeBron peut encore imposer son impact physique en défense et surtout sur les drives, les changements de rythme et les lectures défensives où il est largué, sachant que Brooks n'a pas un gros handle. Je vois bien LeBron James sur lui et qui nous rejoignait du coup à ce niveau-là. Est-ce que tu as autre chose à dire vis-à-vis de cette série avant de peut-être donner notre prono? N'hésitez pas dans le chat aussi si vous avez quelque chose à ajouter, qu'on puisse y revenir dessus avant bien sûr de vous renvoyer sur notre site pour la future preview de Cam qu'il est en train d'écrire et qui arrivera certainement demain. Je regardais un petit peu le roster là justement de Memphis et moi une question que j'ai, c'est étant donné que Brandon Clark ne sera pas là, étant donné que Steven Adams ne sera pas là, Sportero disait tout à l'heure quand tu parlais des fautes de Jaren Jackson Jr. qui s'était amélioré sur la fin de saison et c'est vrai, je crois que c'est une des saisons où il a joué le plus de minutes sans être en full trouble. Mais en fait, si jamais effectivement tu as ce problème de faute qui vient à se poser pour Tillman ou pour lui, quelle est ta rotation intérieure? En fait, qu'est-ce que tu peux opposer à Anthony Davis si un des deux est absent et que tu as ce fameux pick and roll LeBron-Davis qui commence à se mettre en place, quoi. Je me demande si c'est pas une vraie clé de se dire que Memphis pourrait se retrouver court en termes de rotation et devoir jouer trop petit pour arrêter les Lakers. Moi, ce serait peut-être, je pense, ma plus grosse source d'inquiétude si j'étais Memphis, c'est effectivement ce risque de perdre un de ces deux titulaires, dont un par défaut, et se retrouver un petit peu dépourvu dans une raquette qui est quand même assez costaud côté Lakers, quoi. Complètement, d'autant que Anthony Davis fait, et c'est un hater d'Anthony Davis qui vous le dit, fait une bonne, voire très bonne seconde partie de saison, et même étant vu même offensivement, et même avec quelques absences de LeBron James et peut-être une moins bonne capacité à mener le jeu. Et donc du coup, effectivement, je pense que ça va être la clé, et ça va être intéressant, surtout sur les premiers matchs, je pense, c'est ce qu'on disait en off avec Jérémy. Les premiers matchs vont peut-être encore plus cette série que les autres, dicter un peu la suite de ce que pourrait être la série, et AD, il va pas falloir qu'il se plante, et effectivement, ça va peut-être être un des rares espoirs, en tout cas le plus gros espoir du côté des Lakers pour pouvoir affleurer correctement dans la série. Alors que Grizzly Affair nous dit Cam il est encore plus en foul trouble que Jaren. Effectivement, et je vois qu'il prépare déjà sa sortie de preview en disant qu'il n'y aurait aucun effort de mise en forme. Vous êtes tous témoins et vous pourrez l'insulter bien sûr tous demain à la sortie de la preview. Jérémy, un prono potentiellement pour cette série, qu'est-ce que tu vois arriver dans ce Grizzlies Lakers? Honnêtement, si je la joue juste objectivement, je dirais que Memphis va gagner.
Mais bon, t'as déjà remarqué hier soir que je sais pas ce que j'ai cette année. Alors d'habitude, je joue très safe sur les pronos. Là, cette année, j'ai envie de voir des folies. Et donc, quand j'ai fait les brackets, j'avais mis Lakers vainqueurs. Mais bon, c'est quand même pas super La crédible. problématique que je me dis maintenant, c'est que tu me sors Lakers gagnant et surtout tu me sors ton truc de l'optimisme là qui est très suspect. En fait, c'était une façon pour toi de te dédouaner, de pouvoir mettre les Lakers vainqueurs et on garde ma théorie qui est que tu es passé chez l'ennemi. Moi, je ne pense qu'à ça en réalité. Mais en fait, moi, je vis pour qu'on se retrouve avec la série vraiment le parcours de playoff le plus simple possible. Et donc, à chaque fois, je vois une équipe faible, je me dis, faut qu'elle gagne. Non, faut qu'elle gagne, faut qu'elle passe. Donc, Ok, les Lakers, ok. ça m'irait bien, quoi. Un bon argument, même si je trouve encore une fois que les Lakers sont pas un bon match-up pour nous. Mais c'est vrai que si ça passe, on les rencontrerait en finale de conf et ce serait déjà beaucoup plus simple, certainement. Avec, c'est sûr, pour une série plus longue des Lakers, forcément des blessures et puis une fin misérable. On va voir mon anti-Lakerisme, il faut que je me calme. Au niveau prono, moi je vais rester sage, je vais voir un 4-1 ou 4-2. C'est ça ma balance. 4-1 ou 4-2, c'est ça que j'ai du mal à voir. Je dirais peut-être un. Ce que je souhaite, ce serait un 4-1 Grizzlies. Ce dont j'ai peur, c'est un 4-2. On va parier sur 4-1. On va dire Tu en as 4-1. peur, par contre. Qu'est-ce que De- ça change fondamentalement? Pourquoi tu as peur de 4-2? Non, oui, c'est vrai que ça changerait pas fondamentalement, mais ce serait voilà de l'eau au moulin des Lakers fans. Je suis vraiment un hater des Lakers, donc bon, plus je les vois perdre, mieux je me porte, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en plus, même pour nous, ce serait mieux que de toute façon toutes les séries durent, quoi qu'il arrive. Jérémy, t'es viré de la sec, nous dit Noxito. On a encore un petit peu de... Son argument était plutôt bon, je trouve. Son argument était plutôt bon, donc on peut encore laisser le doute, la place au doute. Non, mais pour répondre à Nuxito, pourquoi, quand même, dans les équipes qui arrivent fatiguées déjà en playoff, les Lakers se posent là, et vu leur historique avec les blessures, les imaginer traverser toute une campagne de playoff sans avoir des problèmes de ce côté-là, ça paraît assez curieux, quoi. C'est vrai. Jedi Padawan qui dit l'anti-lakerisme devrait être remboursé par la Sécu. Et je propose que ce soit sur ces douces paroles, ces justes paroles, ces sages paroles, que l'on puisse passer à la suite.